Le roi misanthrope. Aussi loin que le souvenir des hommes puisse remonter dans le temps, ils oublient très vite. Mais la tradition orale est là, pour leur rappeler constamment ce qui s'est passé avant qu'ils ne fussent nés. Très élastique, très évolutive, cette tradition se plie à toutes les nécessités du moment. Elle se modifie suivant les lieux et l'âge des individus qui la transmettent. C'est ainsi qu'elle assure la marche régulière de la coutume en reliant les passés au présent et les présents au futur. C'est pour cette raison également que l'histoire du jeune roi Shua est encore vivante parmi nous. À une époque immémoriale, ce jeune prince du Kanem fut appelé à régner sur 1 million de sujets à l'endroit même où s'élève aujourd'hui la ville de Mao. Des générations de sultans lui avaient légué un héritage qui conservait encore la trace de tous les efforts faits par chacun d'eux. Shua n'avait donc plus qu'à faire lui-même l'effort nécessaire pour maintenir cette tradition fortement ancrée dans les croyances, les idées et les mœurs. Il n'avait plus qu'à continuer l'œuvre et succédant à son père dans ses droits comme dans ses devoirs. Il n'avait qu'à régner en maintenant le nom, l'honneur et la valeur d'une dynastie et la force du royaume dans les siècles écoulés. Or, telle n'était pas l'intention du jeune Shua. Après quelques mois de règne, il fut dégoûté par les intrigues qui nouaient et dénouaient les vizirs, les officiers des palais, les grands notables. Il fut surtout effarouché par toutes les mauvaises langues, délateurs et calomniateurs en quête de prébende. Il eut particulièrement horreur des insinuations malveillantes que faisaient les hommes de son entourage pour se venger uniquement de leurs rivaux ou de leurs ennemis. Pour mettre un terme à cet état de choses, le jeune Shua ouvrit ses portes à tous les sujets du royaume. Son palais devint une place publique et du matin au soir s'y pressait une cohue de gens de toutes conditions. Il désirait parler avec tout le monde, écouter tout le monde. Le moindre citoyen, mêlé aux grands notables, pénétra dans son auguste demeure et entretient avec lui une conversation gaillarde et familière. Mais là encore, Shua s'aperçut que rien ne pouvait discipliner les remords des ambitions. Pressés les uns contre les autres, satisfaits en apparence et fébriles en leur cœur, pleins du tumulte intérieur de leur intérêt et leur passion, les uns allaient et venaient se plaignant des conditions faites à leur vie. Plus d'un cherchait à apitoyer le roi sur son sort en maudissant d'abord son voisin avant de briguer avec l'insistance quelques faveurs. Jusque dans le jour des fêtes, ni l'éclat des lustres, ni la beauté des choses, ni la vertu de l'art n'empêchaient l'activité affairée et bourdonnante de cette cohue et mal de privilèges. Plus chacun considérait le roi comme une connaissance personnelle, plus il lui demandait de le faire profiter de quelques avantages au détriment de son prochain. Ne sachant plus à la fin qu'il fallait récompenser et qu'il fallait désavantager, le jeune roi décida d'abandonner le trône. Un matin, Shua fit venir tout son peuple. Il lui dit simplement: « Ma conscience m'interdit de régner. J'ai pris la résolution formelle d'effacer d'un coup d'éponge un passé glorieux et des siècles d'histoire. Jusqu'à présent, le royaume du Kanem fut héréditaire. J'y renonce solennellement et demande à mon peuple d'administrer comme bon lui semble. Je lui demande d'oublier ses ambitions et ses vanités. Je lui demande d'élire à ma place un autre citoyen qui puisse faire son bonheur. J'ordonne que ma volonté soit faite. Ma décision est irrévocable. » Et immédiatement, le jeune Shua désigna les grands notables pour organiser les élections,
puis il se retira. Ce jour même, il quitta le pays pour aller vivre loin des hommes et leurs intrigues. Arrivé en pleine savane, il bâtit une paillote au pied d'un énorme baobab, dont les branches égalaient les gros arbres de la terre. Là, il mena une vie paisible au milieu des animaux, dont il apprit de jour en jour à connaître le mœurs. C'est ainsi qu'il sut que les hommes avaient toujours exagéré le courage et la férocité du lion, qu'ils avaient sous-estimé la force prodigieuse et la majesté pacifique de l'éléphant. Il s'aperçut également qu'on avait sottement ridiculisé la lâcheté des hyènes, la lourdeur, la gravité et l'intelligence des rhinocéros, la stupidité et la poltronnerie de l'autruche. De même, on n'avait pas su apprécier entièrement la forme légère, élégante et aérienne de l'antilope, ainsi que la beauté gracieuse et étrangère de la girafe. Parmi les insectes, le Jean Chouat distingua ceux qui offraient les particularités les plus remarquables, notamment les termites qui couvrent de leur gîte cornique des plaines entières. Il jugea que les sauterelles et les fourmis sont très redoutables, mais qu'elles ne sont pas cependant à craindre autant que les hommes. En effet, l'être humain n'a pas de plus implacable ennemi que son semblable. La société humaine a perdu sa simplicité primitive sans acquérir aucune idée d'ordre et de morale. La fraude et la violence font partie du système social et l'homme y tremble constamment devant l'homme. La superstition, la tyrannie, l'anarchie, le mensonge, l'arrivisme, les intérêts opposés des individus, des familles et des groupes entretiennent une lutte presque perpétuelle. Pendant que le jeune roi passait sa vie dans la solitude de la brousse à observer des animaux, à les comparer aux hommes et à méditer sur leur comportement, son peuple avait déjà élu, non sans peine, un autre roi. De compromis en compromis, le grand notable et tous ceux qui se possédaient quelque audience dans le pays se sont entendus pour élire un autre roi. Ils confièrent le pouvoir à un ancien esclave venu de Bornou, esclave dont la culture et la sagesse, renforcées par une longue expérience de la vie acquise dans sa servitude, lui permirent de briguer les suffrages du peuple. Élevé ainsi à la plus haute magistrature de l'État Kanambou, l'ancien esclave sut rallier à sa cause des cultivateurs, les paysans, les élevateurs, les crédapillards et beaucoup de nobles dont les situations patrimoniales étaient fortement obérées. Aux uns, il fit des promesses mirifiques, égalité des droits et des charges, réforme agraire, partage des terres, renouveau de l'économie, relèvement du niveau de vie. Aux autres, il jura de leur octroyer des privilèges en exaltant la noblesse de leur sang et la finesse de leur intelligence dans les affaires. Cette supercherie démagogique souleva l'enthousiasme de la foule. Tout le monde s'est mis à chanter l'avènement du nouveau roi. On vit même quelques grands seigneurs attachés aux plus nobles traditions du pays se faire les héros de la doctrine nouvelle. Ils se transformèrent en fragorneurs de métier pour chanter en termes dithyrambiques les louanges de nouveaux seigneurs, ce qui leur valut d'être largement récompensés au détriment des pauvres. Les uns et les autres furent placés au plus haut poste de l'administration. Ils devinrent vizirs, chambellans, ministres, gardes de corps. Cependant, ni les uns ni les autres n'étaient encore satisfaits de leur sort, et chacun se mit à médire de l'autre auprès du roi. Profitant de cette sourde rivalité, celui-ci plaça un à un ses parents et ses alliés à la tête de tous les postes clés du royaume.
Il en fit des gouverneurs, des notables, des députés des villes, des ambassadeurs, et cette aristocratie nouvelle devint si influente qu'elle fit voter par le Parlement une loi plaçant le nouveau maître du pays au rang de Dieu. Dès lors, toutes les croyances ancestrales furent non seulement battues en brèche, mais encore déclarées grossières, archaïques, déraisonnables, sans fondement aucun. Aussi furent-elles remplacées par une religion nouvelle qui eut ses pontifes, ses prêtres, ses Suisses, ses chantres, ses coryphées et ses cérémonies fastueuses. Partout, dans tous les canem, les citoyens furent contraints à adorer le maître du jour. Une police tatillon, vexatoire, s'est mise en droit de contrôler le comportement et les paroles de chaque individu. On obligea les habitants du pays à prononcer chaque matin et chaque soir une formule incantatoire par laquelle le monarque était censé répandre sa bénédiction et sa grâce sur les âmes. Tout devint entrave et chant imposé à la liberté religieuse et à la liberté de penser. Cette grossière mystification ébranla profondément les traditions morales, familiales et sociales, à tel point que l'absurde évinça la raison et l'intelligence s'endormit sous l'effet anesthétique d'une odieuse propagande. Profitant de cette situation, le nouveau roi se fit acclamer Dieu suprême et suprême idole. Mieux encore, il mit à la charge du peuple l'éducation de ses enfants nés et à naître, ainsi que des enfants issus de sa clientèle et de sa domesticité. Par ailleurs, il sut très habilement drainer les richesses du Canem vers son pays d'origine. Au moyen des lourds impôts prélevés sur un malheureux peuple en prière, il construisit des splendides châteaux et des villas aux vitrines hallucinantes. Pendant ce temps, la misère minait peu à peu le pays jusqu'au jour où toute son économie, toutes ses richesses et toute son énergie productrice furent épuisées. Alors, le nouveau roi reconnut à une politique de division pour mieux régner. Il déclara et laissa répéter à satiété par ses turiféraires que le peuple Kanembu se partageait en deux classes distinctes, ayant des intérêts diamétralement opposés. D'un côté, il y avait la race des nobles et de l'autre, la tourbe misérable des paysans et des artisans. Riches propriétaires de bétail et esclavagistes par tradition, le premier ne vivait que du travail des seconds, qu'il méprisait. Cette conception fut entretenue et orchestrée avec un tel art et une telle persévérance de mauvais aloi qu'elle opposa sérieusement les deux groupes de citoyens. Les uns eurent le sentiment d'être frustrés de leur dignité et les autres le remords d'être coupables. De grands troubles éclatèrent alors çà et là, mettant le pays à feu et à sang. Cette lutte fratricide fut encore habilement exploitée par quelques hommes qui tenaient à rester fidèles au régime de leur maître. Subitement, ils se découvrirent une âme de poètes et de moralistes pour appeler le peuple à se grouper autour du nouveau roi qu'ils présentèrent comme la lumière et la vie du Canem. Mais, si ignorants fussent-ils, les habitants du pays ne voulurent rien comprendre. La longue pratique qu'ils avaient de la solidarité tant familiale, tribale que patriotique leur dicta naturellement l'idée de s'unir pour se défendre. Dans un seul et grand mouvement de cohésion, le peuple se leva, réclamant un peu plus de justice, exigeant que prenne fin la famine, la pauvreté, la misère, la maladie, l'analphabétisme. Il ne voulut plus que la crédulité publique fût exploitée au profit d'un seul homme et de son entourage.
Toutes les foules immenses qu'abritait le village et les bourgades du Canem devinrent tumultueuses, menaçantes et revendiquèrent la royauté héréditaire, afin de retrouver les traditions familiales et sociales qui furent de tout temps l'assise fondamentale de la société Kanembu. Rien ne résista devant cet élan à la fois conservateur et révolutionnaire. Tous ceux qui avaient jusqu'ici profité du régime se rallièrent bon gré mal gré à la cause du peuple pour demander un jour des circonstances atténuantes à leur trahison. Quant au nouveau monarque, il mit tout en œuvre pour s'adjoindre encore quelques complices qui l'aidèrent à quitter le pays un soir déguisée en vendeuse du lait. Un pot placé en équilibre sur la tête. Les membres de sa famille disparurent également comme par magie, emportant ce qu'ils avaient accumulé de richesses au détriment du peuple Kanembu. C'est ainsi que le lendemain, le Kanem se trouva aux prises avec lui-même. La révolution était désormais sans cause, mais cela n'empêcha pas les citoyens de se battre contre eux pour vider l'abcès de mensonges, d'inimitié et de la haine qu'on avait délibérément fixée dans le corps social du pays. Le pire allait encore se produire si quelques hommes sages n'avaient envoyé des émissaires auprès du roi Shua. Ils réussirent à les retirer de la solitude. Malgré sa profonde misanthropie, il revint à Mao. Le pays était économiquement ruiné par la misère et la vermine. Cependant, il consentit à reprendre le pouvoir afin de redonner à sa nation son unité, sa grandeur et l'éclat de son prestige passé. À cette œuvre, il sut associer tous ces sujets selon leur capacité et leur métier. C'est ainsi que le Kanem retrouva sa santé morale, sociale et économique déjà dit. Les décennies d'interrègne n'avaient ni terni ni effacé des siècles d'histoire comme l'avait voulu le jeune roi Shua. En effet, l'histoire d'un peuple est d'un seul tenant. On ne peut pas la travestir, on ne peut pas la tronquer, encore moins l'effacer par un geste d'humeur ou par une politique tendant au culte de la personnalité. Elle constitue le seul garant de l'évolution.